Merci Monsieur Lachaud. La parole est à Monsieur Quatennens. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme ça a été dit, nous sommes, parce que c'est dans notre programme, pour la suppression de la réserve parlementaire, essentiellement pour le caractère arbitraire qu'elle revêt. Et nous le savons, et même si ces pratiques ne font pas légion, pour les pratiques clientélistes qu'elle permet à tout le moins. Pour notre part, nous avions dit d'ailleurs que si le gouvernement avait décidé de persister dans la pratique de la réserve parlementaire, nous aurions généralisé à notre initiative les jurys citoyens qui permettent de remettre directement aux citoyennes et citoyens le choix de l'usage de cette réserve. Une fois que l'on a dit cela et qu'on a expliqué quel était notre point de vue sur la réserve parlementaire, comment ne pas voir que vous rendez vous-même, par vos politiques, inacceptable à cet instant la suppression? Parce que, on l'a bien vu, au niveau de vos politiques budgétaires, vous poursuivez une politique austéritaire. Et on l'a encore vu avec les 300 millions de rabots supplémentaires aux collectivités, dont 46 millions vont toucher la politique de la ville. Donc c'est le tissu associatif qui va en pâtir en premier lieu. Et si le tissu associatif en pâtit, vous faites pour lui une traversée du désert. Et on le sait, le désert, ça peut déshydrater. Et quand on est déshydraté, la moindre goutte d'eau peut permettre la survie. Donc vous rendez vous-même inacceptable à cet instant la suppression. Les collectivités territoriales ont déjà été beaucoup mises à contribution. Je profite de l'occasion pour dire qu'en focalisant uniquement sur les pratiques des parlementaires, votre projet de loi ne moralise rien ni ne rétablit la confiance en quoi que ce soit. Il en résultera une petite baudruche mal gonflée qui rate sa cible. Et puisqu'il s'agit de rétablir la confiance, je vous propose de commencer par dire la vérité aux Français. Appelons un chat un chat. Ce projet de loi n'est pas un projet de loi de rétablissement de la confiance. Si nous voulons rétablir la confiance, appelons-le comme il l'est. C'est un projet de loi dont je suggère que le nom soit projet de loi sur les tickets de caisse des parlementaires. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur le terme de transparence, parce qu'on nous a argumenté un certain nombre de fois que finalement, maintenant, il n'y a pas de problème avec la réserve parlementaire puisqu'elle est donnée de manière transparente. Bon. La transparence, c'est effectivement permettre d'accéder à l'information. Et on le voit, c'est sur Internet, vous pouvez trouver la liste des réserves, de la manière dont elle a été attribuée. Mais est-ce que pour autant, la masse des Français sont allés voir à quoi servait la réserve parlementaire? Des fois, mettre à disposition des fichiers, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller les consulter et qu'on atteint l'objectif qu'on entend par transparence et que tout le monde en ait la connaissance. Par exemple, les documents budgétaires que sont les projets annuels de performance et rapports annuels de performance, qui, moi, me semblent être des documents déterminants, sont tout à fait transparents et accessibles au commun des mortels. Pourtant, est-ce que la masse des Français va consulter ces documents? Non. Vous le savez aussi bien que moi. Donc la transparence, ce n'est pas un gage en soi et un gage absolu. Parce que le problème, au fond, de cette réserve parlementaire, c'est son côté discrétionnaire. Et ce n'est pas mal en soi que ce soit discrétionnaire. C'est juste que ça pose un problème à partir du moment où la décision revient à une seule et unique personne, à savoir le ou la députée. Enfin, c'est vrai que cette discussion pose la question du rôle de l'élu. On a vu une intervention lors de l'examen de ce texte sur le rôle de l'élu par Madame Forteza, qui, à mon avis, cette intervention vient beaucoup trop tard. Ça aurait dû être l'intervention de départ. Mais si ça avait été l'intervention de départ, nous aurions dû amender le texte pour amener des nouveaux éléments et discuter véritablement du rôle de l'élu, du rôle de député que nous voulons voir à l'œuvre. Alors bon, moi je vais peut-être vous proposer une intervention de repli, parce que voilà, peut-être qu'il faudrait peut-être retirer cet article afin qu'on écourte les débats. Il peut y avoir un acte d'autorité du gouvernement, puisque c'est une réserve qui n'existe pas en tant que telle, un acte du gouvernement pour retirer cette réserve, ou alors une résolution qu'on voterait tous ensemble, ou peut-être la méthode de Rugy, qui semble assez rapide et efficace. Madame la Ministre. Amendement numéro 26, Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Oui, bon, nous avons vu, et vous l'avez sans doute remarqué, que la manière dont est rédigé cet article 9 bis est sensiblement différente de l'article 9. De sorte à ce qu'on pourrait croire soit qu'il y a une volonté de ne pas mettre totalement fin à la réserve ministérielle, soit, encore plus pervers, qu'il y ait une volonté que celui-ci soit retoqué par le Conseil constitutionnel, de sorte à ce que la réserve ministérielle, celle du ministère de l'Intérieur, puisse perdurer.
Donc, nous vous proposons la rédaction de l'amendement suivant qui, finalement, clôt le débat et permet de confirmer, de s'assurer que nous sommes bien tous d'accord dans cet hémicycle pour supprimer la pratique dite de la réserve ministérielle. Voilà le sens de cet amendement et je sais que nous obtiendrons une majorité sur celui-ci. Et je vous remercie. Cet amendement, en fait, est issu des travaux en commission et d'une certaine interrogation puisqu'il y avait une sorte de flou. Il avait été dit en séance, et j'étais présent, je m'en souviens bien, que seule existait une réserve ministérielle émanant du ministère de l'Intérieur. Sauf qu'il s'avère que cela n'est pas vrai et qu'il y a des réserves ministérielles ou des crédits réservés dans d'autres ministères. Et donc c'est un amendement de précision pour être sûr et certain qu'il s'agit bien de l'ensemble des réserves de l'ensemble des ministères qui sont bien concernés et pas uniquement la réserve du ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est donc un amendement de précision issu d'un certain flou entretenu, j'en suis sûr, absolument pas à dessein. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la rapporteure. Avis défavorable. Tout ce qui a été dit sur la réserve ministérielle lors de nos travaux en commission a été parfaitement exact. La ministre. Oui, avis défavorable, Monsieur le Président. Si l'objet de l'amendement présenté par le député est de supprimer l'attribution de l'ensemble des crédits par l'État, alors il faut supprimer le budget de l'État, Monsieur le député. Merci Madame la ministre. Monsieur Bernalicis. Oui, au-delà de la remarque de la ministre, moi je remarque une chose, c'est que finalement ces crédits dits de la réserve ministérielle, en tout cas du ministère de l'Intérieur, sont aujourd'hui transparents. C'est-à-dire que vous avez la liste qui est disponible sur data.gouv.fr et on voit bien que la transparence n'est pas l'alpha et l'oméga de toute attribution de crédit. Par contre, là où je trouve intéressant l'intervention de mon collègue des Républicains, c'est que ce qu'on a pour le ministère de l'Intérieur, nous ne l'avons pas pour les autres ministères, qui ont aussi des pratiques dites puisqu'il faut peser ces mots, de réserve. Donc, peut-être qu'il serait intéressant, mais je mets ça note pour plus tard, de voir, pour avoir une transparence de l'utilisation des réserves, de la pratique dite de réserve des autres ministères. Au moins, ce serait un petit pas en avant et ça permettrait d'un peu étoffer le site data.gouv.fr qui mériterait de l'être d'autant plus. Merci. Bon, cet amendement, il sert pour on va dire les queues de crédit. On s'est dit que, quitte à supprimer les réserves, autant faire un bon usage des queues de crédit de 2017. Et on proposait, pour rétablir la confiance dans la vie politique, d'associer nos citoyens, ce que nous n'admettons pas pour 2018, puisque nous en supprimons purement et simplement la réserve. Nous pourrions quand même l'expérimenter pour la fin d'année 2017, à savoir de mettre en place un jury populaire national tiré au sort qui viendrait distribuer cet argent. Voilà, alors on nous a dit en commission, si je ne dis pas de bêtises, qu'on ne savait pas combien il restait de crédit. Donc, peu importe combien il en reste, ce qu'il reste en tout cas, nous souhaitons pouvoir mettre en place ce genre de dispositif. Et d'ailleurs, nous avons, pour faciliter les choses et éviter d'être retoqués par l'article 40, pour ne pas créer de charges supplémentaires, d'introduire une dimension de dématérialisation et que ce jury populaire puisse se prononcer sur des dossiers de manière dématérialisée, ce qui serait plutôt de bonne loi vis-à-vis des enjeux et des objectifs que se fixe la majorité et que parfois nous partageons, comme vous l'avez remarqué. Et donc j'espère que j'aurai toute votre attention sur cet amendement et également vos votes favorables. Merci. Nous allons passer aux explications de vote sur le texte. Et donc sur les explications de vote, Monsieur Bernalicis, vous êtes le premier à avoir la parole pour le groupe La France Insoumise. Vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Déjà, une première remarque, c'est que lors de cette deuxième lecture, des amendements ont été adoptés. Non, mais ça veut dire que si nous n'avions pas eu de deuxième lecture, ces amendements n'auraient pas pu être adoptés. Vous noterez... Non mais c'est sérieux, c'est extrêmement sérieux ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que le temps du débat n'est pas forcément un temps
contraint, où on est là à s'échanger des arguments superfétatoires. Il y a une vertu au débat qui est celle de grandir et d'améliorer le texte. Et il faut le remarquer.